Salut les amis, j'espère que ça va chez vous. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo allant dans le même sens de la vidéo que j'ai fait hier concernant les étudiants. Les parents africains qui envoient les enfants très jeunes dans les pays qu'ils ne maîtrisent pas. Vous vous rappelez de l'affaire de la petite Gabonaise de 18 ans qui est morte en Turquie l'année passée là, la petite Dina. Le 26 mars 2023, on a retrouvé son corps près d'une rivière. Il semble qu'elle était victime de chantage sexuel de la part de certains vieux pervers turcs là-bas en Turquie. Donc, le verdict, puisque l'affaire a duré 1 an, bon, la famille a porté plainte, ok? On a fait les enquêtes, l'enquête a duré 1 an. Le verdict est tombé le 17 décembre. Écoutez ce que la justice turque dit. Justice turque innocente l'unique mise en cause dans la mort de l'étudiante gabonaise Dina. On te raconte. Après 1 an de procédure, le verdict est tombé ce mardi 17 décembre dans l'affaire Dina. Le dimanche 26 mars 2023, le corps sans vie de Danis Dina Bongo Ibwanga, surnommé Dina, 17 ans, avait été retrouvé dans une rivière près de l'université de Karabük, au nord de la Turquie, où elle étudiait le génie mécanique. Alors que le parquet avait demandé la condamnation de Dursun A, le seul homme jugé dans cette affaire, le tribunal a prononcé l'acquittement des 2 charges pour lesquelles il était poursuivi, assassinat et agression sexuelle. C'est triste, nous sommes effondrés par la décision annoncée par le tribunal. Sans peine, sans rien, les mots nous manquent. Dina s'est donc donné la mort toute seule, a déclaré le père de Dina, Guy Serge Ibwanga. Comme vous pouvez le constater, les études disent que le monsieur, le présumé assassin, la personne qu'on accuse d'avoir assassiné Dina est innocent. Donc, ils ont fait l'acquittement des 2 charges. Parce qu'il y avait 2 charges. Agression sexuelle et assassinat. Pour rappeler à l'époque, on avait vu sur les réseaux sociaux une vidéo où on voyait la petite Dina courir partout à 4 h du matin. La question qu'on se pose, qu'est-ce qui pousse une enfant de 18 ans? À 4 h du matin, on voit bien sur l'écran qu'il est 4 h 43. L'enfant fait quoi à l'heure là dehors? Elle est en train de courir partout. Alors, les témoins, au moment où l'affaire s'est passée, disent que ils ont vu la petite qui était bloquée dans le parking par quelqu'un. Le tribunal n'a pas tenu compte de ça. Ils se sont arrêtés sur l'acte d'agression. Apparemment, Dina était dans la voiture d'un monsieur. Après, on a retrouvé son corps dans la rivière. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce dont la famille se plaint. Parce que la famille de Dina est très triste. La famille au pays est complètement déboussolée. Voilà. L'enfant s'est fait agresser d'abord dans le parking. Par qui? On ne nous dit pas. Après, on voit l'enfant courir. Les caméras ont filmé la petite Dina en train de courir partout à 4 h du matin. Qu'est-ce que l'enfant court à 4 h du matin? On ne nous dit pas. Ensuite, on dit qu'elle était dans la voiture d'un monsieur d'un certain âge, un homme mûr. Voilà, c'est une petite fille, elle avait 18 ans. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la voiture? Peu importe. Le monsieur, quelles étaient ses intentions? Ok? Ensuite, on dit que Dina s'est jetée de la voiture du monsieur elle-même parce que le monsieur voulait lui faire des attouchements. Comment fait-elle donc pour se retrouver dans la rivière? Elle s'est jetée toute seule dans la rivière, elle s'est suicidée. Dans quel but? Et je rappelle que la petite Dina, suite à ces chantages, ces menaces qu'elle recevait dans son téléphone, elle a alerté sa famille au pays. Elle a alerté sa maman, elle a dit « Je subis des menaces et tout, je veux rentrer ». Voilà. Après, je ne sais pas si peut-être la famille n'avait pas encore rassemblé l'argent pour lui envoyer un billet d'avion. Je ne sais pas si la famille a minimisé. Ça revient à ce que je disais que, chers parents en Afrique, faites attention. Attention, les pays, il y a des pays ici dehors qu'il faut éviter quand vous voulez envoyer vos enfants. Déjà, comme j'ai dit hier, envoyer l'enfant trop jeune, 18 ans, c'est une petite fille, elle ne connaît même pas la vie. Elle peut, parce que vu son âge, elle peut se faire manipuler. Okay? Elle peut se faire influencer négativement par les personnes plus âgées qu'elle est mal intentionnée. Et même par rapport à son âge, elle n'est même pas apte à se défendre vraiment face à certains agresseurs. Voilà. Une petite fille comme ça d'un pays comme la Turquie. La Turquie, c'est presque comme les Arabes. C'est les gens qui ont une culture musulmane. Je pense que la religion qui domine en Turquie, c'est la religion musulmane. Il faut savoir que quand j'écoute le verdict par rapport à cette affaire, je ne suis pas surprise en fait. Parce que je vous l'avais dit par le passé que les Arabes sont tellement soudés qu'ils se supportent même dans le mal. Ils sont tellement soudés même dans le mal. C'était évident. Ils ne peuvent pas laisser leur frère pour venir supporter une étrangère, une noire de surcroît. Ce n'est pas possible. Les Arabes ne peuvent jamais condamner leur frère devant une noire. Ce n'est pas possible. Les cas comme ça, on en voit partout. Vous entendez, il y a des parents qui envoient les enfants étudier au Maroc, Algérie, tous ces pays-là qu'on sait racistes.
N'oubliez pas que le premier esclavage était l'esclavage arabo-musulman qui a duré, je crois, 1000 ou c'est combien d'années, c'est 1600 ans. Ça a été le premier esclavage que les Noirs ont subi et ça a été le plus long. L'esclavage arabo-musulman a duré plus que l'esclavage judéo-chrétien. Donc, n'oubliez pas cette relation. Parce que j'ai l'impression que dans l'histoire des Noirs, on se focalise plus sur l'esclavage judéo-chrétien qui a été mis sur pied par les Occidentaux. Attention, avant ça, il y a eu l'esclavage arabo-musulman. Et dans l'esclavage arabo-musulman, les Arabes ont vraiment maltraité les Africains. Ils les castraient, ils avaient vraiment des pratiques vraiment inhumaines. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui quand on voit nos frères qui prennent la route là, les sévices qu'ils subissent en route, les viols collectifs, on les vend en Libye. À l'heure où je vous parle, c'est connu. Nos frères qui ont la malchance de tomber sur ces vendeurs d'esclaves-là, ils sont encore vendus. Donc, les Arabes, c'est des gens qui ont un rapport très particulier et assez toxique avec les Noirs. Et jusqu'aujourd'hui, c'est inscrit dans leur subconscient. Eux, même dans les interactions que vous pouvez avoir, pour ceux qui ont eu à avoir certaines interactions avec les Arabes, vous allez vous rendre compte qu'à un moment, ils veulent toujours vous dominer. Ils ont toujours ce passé de maîtres esclaves là que les ancêtres ont laissé et qui restent enregistrés quelque part dans leur cerveau. Ils ont toujours dans le rapport avec les Noirs, nous les Noirs, une certaine envie de domination, une certaine envie de maltraitance. Ils ne te considèrent pas comme un être humain en fait. Je n'invente rien, tout le monde le sait. Je dis plein de jeunes qui quittent l'Afrique, le Cameroun et partout, qui sont allés étudier au Maroc, Algérie, ils sont victimes de racisme et personne ne fait rien, les autorités ne font rien. Alors je me demande bien pourquoi les pays arabes ouvrent leurs écoles, leurs universités aux Noirs, s'ils ne sont pas disposés à les défendre face aux attaques racistes, parce qu'ils savent que leurs peuples sont racistes envers les Noirs. Vous voyez des jeunes filles qui étudient au Maroc, en Algérie, elles passent en route, on les insulte, des négresses et tout, on les fait des attouchements et tout. Toi, son frère noir, si tu viens pour défendre, on peut te tuer comme ça. Donc, c'est des gens et personne ne va rien faire, les autorités ne vont rien faire. Donc, je vais attirer l'attention des Africains pour dire que personne ne peut nous aimer. En réalité, personne ne nous aime. Ne cherchez pas l'amour chez les Arabes, chez les Européens. Ils ne nous aiment pas et ils sont pas obligés de nous aimer. Nous devons nous aimer nous-mêmes. Les Africains doivent comprendre qu'ils sont seuls et que personne n'est disposé à les sauver ou à faire quoi que ce soit. Si ce n'est nous-mêmes qui prenons l'initiative, personne ne va rien faire pour nous. On le demande tous les jours. Regardez le cas de cette petite fille. Voilà. La famille a perdu l'enfant comme ça. L'enfant est parti à Turquie. 18 ans. C'est son corps qui revient. La famille est dépassée. Vous vous en rendez compte du traumatisme que peut avoir cette famille? Et déjà, ça me fait penser aussi à l'affaire Alexandra, notre petite sœur congolaise qui est morte au Canada. Ce qui fait le plus mal dans ces affaires d'assassinat, c'est que c'est l'impuissance de la famille. Parce que n'étant pas sur place, parce que quand une enfant vit, parce que ces gens, ils ne sont pas bêtes en fait. Toi, tu as envoyé l'enfant est seul dans un pays étranger. N'importe quoi peut lui arriver là-bas. Dans le cas de la petite de la Turquie, on l'a assassinée, elle était victime d'agression sexuelle et d'assassinat. Ça, c'est un meurtre. L'enfant ne s'est pas jeté dans la rivière tout seul. C'est faux. Moi, je ne crois pas à ça. Donc, la famille n'étant pas sur place, qui va mettre les moyens de pression? Et vous savez que ces gens, même si la communauté gabonaise ou africaine sort pour soutenir, pour mettre la pression, on va dire que non, vous êtes qui? Vous n'êtes pas les membres de la famille. Donc, le fait que les familles ne soient pas sur place dans les pays avec les enfants, ça fait en sorte qu'au niveau de l'affaire, ils sont même défavorisés. Même s'il fallait mettre la pression pour dire, voilà, on ne laisse pas, on fait un recours, on fait ceci. Si vous êtes à distance, vous allez mettre cette pression comment? Vous allez mettre cette pression comment? Ça a été le même cas pour la petite Alexandra. La maman est juste venue le temps de faire une petite cérémonie et tout, voilà, et porter le corps rentré au Congo. Mais si les parents vivaient sur place, puisque vous êtes installés sur place avec l'enfant, c'est plus facile de mettre la pression de ne pas lâcher l'affaire. Voilà, donc c'est dommage. Ça doit nous servir de leçon. Il y a des pays qu'il faut éviter d'envoyer les Noirs. Nous, les Noirs, on doit en être conscients. C'est des discours qu'on ne peut plus cacher sous prétexte de l'humanisme. Parce que j'ai les Noirs qui aiment bien parler. Vous êtes tous les seuls à parler d'humanisme et amour universel. C'est vous les seuls à le dire. Mais quand on regarde les communautés arabes, eux, ils s'aiment entre eux. Ils s'aiment entre eux. Ils ne veulent pas nous aimer. Ils ne nous veulent pas chez eux. Européens aussi, beaucoup s'aiment entre eux. Ils ne nous veulent pas. C'est nous qui voulons toujours aller chercher. Non. Nous devons nous concentrer sur nous, apprendre à nous aimer. Cette division de pays et tout doivent cesser. Il y a plein d'universités en Afrique. Je ne sais pas pourquoi les parents africains sont toujours obsédés par cette couleur de peau. Non, il faut que si mon enfant n'a pas pu accéder au Canada, en Allemagne, elle peut moi aller en Turquie. Il y a toujours cette idée du blanc là. Non.
On a parlé, il y a des universités comme le Sénégal, il y en a plein en Afrique, où les enfants peuvent aller se former et avoir de bonnes études, le Rwanda et tout. Pourquoi vous ne regardez pas ces pays-là? Vous voulez toujours envoyer les enfants où il y a la couleur blanche. Les pays comme Algérie, Maroc, Égypte, tous les pays arabo-musulmans, franchement, évitez d'envoyer vos enfants là-bas. C'est les gens qui n'aiment pas les Noirs. C'est les gens qui n'aiment pas, même l'Égypte. J'ai été choquée dernièrement, il y a eu le film, il y a un film là qui était sorti sur Netflix. Je ne me rappelle plus le nom. Ça parlait d'une reine là à l'époque et tout. C'était le film sur Cléopâtre. Ils ont pris une artiste noire. Les Égyptiens se sont révoltés. Non, vraiment, pourquoi on a pris une actrice noire? Nous, les Égyptiens, nous ne sommes pas des noirs. Pourtant, l'Égypte a été noire avant de se blanchir. Donc, pour vous dire que, attention, faut pas... Quand vous voyez certains faits sociaux, il faut analyser. Ne prenez pas les choses à la légère. Les pays arabo-musulmans n'aiment pas l'Afrique noire. D'ailleurs, si vous avez eu des interactions parfois, même sur les réseaux sociaux, quand vous voyez que ce soit algérien, marocain et tout, ils nous appellent africains. Donc, eux ne se considèrent pas africains en fait. Donc, tu as un arabe en face de toi, de l'Afrique du Nord, il te dit, vous les Africains, lui ne se considère pas africain. Ça doit vous faire comprendre les choses. Quand j'ai parlé de la vidéo d'hier par rapport aux parents, les gens disaient, oui, mais c'est que il ne faut pas accuser nos parents parce que... On doit accuser nos parents. Parce que la responsabilité demande aussi que on ne se fie pas à tout ce que les médias mettent devant nous. Soyons aussi un peu matures. C'est pas parce que tu t'assois devant la télé, tu vois, on te montre les routes et tout, que tu vas prendre ton enfant jeter. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui empêche nos parents d'aller sur Internet s'informer sur le degré de sécurité, le degré de xénophobie des pays dans lesquels ils veulent envoyer les enfants? Vous pouvez le faire. Aujourd'hui, les téléphones sont accessibles. Informez-vous, il y a les gens qui parlent. Informez-vous avant de prendre les décisions. Voilà. On ne prend pas une petite fille de 18 ans comme ça. On l'envoie d'un pays comme la Turquie. La Turquie. Les pays comme ça. Vous avez vraiment cru que vous pouvez gagner dans cette affaire? Les Turcs ne peuvent pas condamner leurs frères devant une noire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ne pouvaient pas condamner leurs frères. Ils savent que c'est le monsieur qu'ils ont innocenté là. Il a quelque chose à y voir. Même si ce n'est pas lui qui connaît, il y a forcément quelqu'un qui a tué cette petite. Mais ils ne peuvent pas condamner leur frère parce que la personne en face est noire. Elle ne vaut rien à leurs yeux. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont, sans que ça ne choque les gens. Les Noirs ne valent rien aux yeux des Arabes. Je dis, l'esclavage arabo-musulman, ils castraient les hommes, ils faisaient des trucs, des pratiques vraiment inhumaines. Vous ne valez rien à leurs yeux en réalité. Il y a toujours ce souvenir-là des maltraitances que vos ancêtres ont fait à nos ancêtres et qui restent ancrés. Dans le rapport avec eux, ils vous voient toujours comme des esclaves. C'est pour ça que dans ces pays-là, peu importe les insultes, les viols, les attouchements qu'on fait à nos frères, à nos soeurs, personne ne fait rien. On a entendu des choses comme ça, même au Maroc, en Algérie, non? Alors que ça vous sert de leçon. N'envoyez plus vos enfants, dans les pays où vous-même, vous n'avez pas mis pied pour voir comment on vit là-bas, comment les locaux sont. 2, dans les pays arabo-musulmans, je ne veux pas savoir le niveau de performance qu'il y a. Il y a plusieurs universités en Afrique noire qui sont aussi performantes, même dans nos propres pays. Sortons du complexe et informons-nous un peu. Déjà, apprenons à tourner même dans nos propres pays pour s'assurer que non, dans tout le territoire gabonais, camerounais, congolais, il n'y a vraiment pas d'université où mon enfant puisse aller avant de dire que l'enfant va sortir du territoire pour aller dans un pays inconnu. Les pays arabo-musulmans, évitez. L'âge, comme je disais hier, à 18 ans, une enfant est trop vulnérable. Et cet assassin ou ces assassins ont profité de sa vulnérabilité, de sa jeunesse, de sa naïveté pour en finir avec elle. Et c'est dommage vraiment qu'une petite fille comme ça se soit retrouvée, peut-être même malgré elle, dans des conditions qu'elle aurait pu éviter. Si cet enfant était resté au Gabon et tout, ou même dans un pays africain qui est à côté, ça aurait été facile même pour la mère ou le père de payer un billet d'avion à aller regarder. Gabon, Turquie, c'est pas Gabon, Mali, Gabon, Cameroun, Gabon, ces gars sont vrais. Ce n'est pas la même chose. Donc, vraiment, c'est très dommage ce qui arrive à notre jeune sœur. C'est très dommage que justice ne lui soit pas rendue. Moi, je ne m'attendais pas à ce que justice lui soit rendue. Ne vous attendez. Quand vous vivez une situation dans les pays arabo-musulmans, même ici en Occident, on le voit, c'est très difficile de gagner devant l'autochtone. C'est très difficile. On a vu des cas ici où certains même ont assassiné les sœurs. Il y a un monsieur italien qui avait assassiné une jeune sœur nigériane ici avec qui il avait une relation parce que il avait peut-être 60 ans, la jeune fille avait la trentaine. Elle s'est mise avec lui, après elle a décidé que la relation est finie. Le gars a dit, bon, je vais te montrer.
Il est venu à son lieu de travail un jour, la fille croyait qu'il s'amusait, il a fini avec la fille. Bon, les alliés ont fait genre, parce que quand c'est comme ça, on commence à dire oui, les problèmes psychologiques. Toutes les fois où il y a un fait divers qui concerne le meurtre d'un blanc ou d'un arabe, surtout d'un occidental avec un africain, pour que le blanc ne finisse pas en prison, il te sortent tous les affaires de psychiatrie. Il est fou, il est machin. Voilà, parce qu'on sait que si on dit la psychiatrie, on va l'envoyer, au lieu de l'envoyer en prison, on va l'envoyer dans un asile psychiatrique. Il va faire quelques temps là-bas, après il va sortir. C'est ça la réalité. Ne soyons pas naïfs. Nous ne sommes pas chez nous, les gens ne nous aiment pas. Donc, à nous de nous aimer, au lieu de rester là à demander l'amour des autres. Donc, vraiment, courage à la famille de la petite Dina. Courage à la famille, c'est malheureux, c'est dommage. Et que ça serve de leçon à d'autres parents.